Il a été développé comme une solution temporaire pour une période entre 5 et 7 ans. 64 ans ont passé et le RPG-7 soviétique continue de détruire des chars sur tous les continents, surpassant en durabilité des dizaines d'armes conçues pour le remplacer. Une arme qui a été développée comme solution temporaire pour l'infanterie de la décennie 1960. S'est transformée en un phénomène que même les créateurs des systèmes d'armes les plus sophistiqués n'ont pas pu reproduire. Une grenade qui coûte environ quelques centaines de dollars pouvait percer le blindage de véhicules de combat évalué à des millions. Et l'expert militaire américain Gordon Rodman a calculé plus tard que le RPG-7 avait abattu plus d'avions que tous les systèmes de missiles anti-aériens spécialisés réunis. Mais le chemin vers ce triomphe a commencé par une tâche que la plupart considéraient comme insoluble. Il était nécessaire de créer une arme qui combine la puissance de l'artillerie, la compacité des petites armes et un prix abordable, même pour l'armée la plus pauvre du monde. Cela semblait impossible. À la fin de la décennie 1950, l'infanterie soviétique avait atteint une impasse. Les chars occidentaux se blindaient plus rapidement que n'apparaissaient les moyens pour les combattre. Le RPG-2, qui était considéré comme une réussite en 1947, était devenu un jouet obsolète. Sa grenade pouvait à peine pénétrer 150 mm d'acier à une vitesse de vol de 84 mètres par seconde. En même temps, les nouveaux chars américains M48 et britanniques Centurion étaient protégés par un blindage 2 fois plus épais. La portée effective de 150 mètres signifiait qu'un soldat d'infanterie devait s'approcher presque du char, ce qui dans un combat réel équivalait à un suicide. Le Panzerfaust allemand fonctionnait mieux, mais pesait trop lourd. L'infanterie avait besoin d'une arme qui combine la puissance, la portée et la simplicité. Cela semblait impossible. En 1958, le GSKB-47 de Moscou confia cette tâche à l'ingénieur Valentin Fieruline, âgé de 30 ans. Le jeune concepteur avait déjà travaillé sur des armes à fusée. Cependant, la création d'un nouveau lance-grenade fondamentalement différent était son premier projet indépendant. Il y avait beaucoup en jeu. L'échec signifierait la fin de sa carrière. Fieruline a abordé le problème sous un angle inattendu. La plupart des concepteurs tentaient d'augmenter la vitesse initiale de la grenade, croyant que la vitesse déterminait sa puissance de pénétration. Fieruline a compris le contraire. Pour une charge cumulative, la vitesse du porteur est sans importance. Seule la précision de l'impact compte. Il a conçu un système à 2 étapes qui semblait presque élégant dans sa simplicité. Une charge propulsive poussait la grenade hors du tube à une vitesse de 120 mètres par seconde, ce qui était sûr pour le tireur. Ensuite, à une distance d'environ 10 mètres du lance-grenade, un moteur fusée s'activait et accélérait les munitions à 300 mètres par seconde. Cela fournissait une portée effective jusqu'à 500 mètres et une grande précision. Après la détonation, le revêtement de cuivre de l'entonnoir cumulatif, soumis à une pression énorme, se transformait en un jet super plastique qui voyageait à environ 10 km par seconde. Ce jet ne perçait pas le blindage au sens habituel, mais érodait le métal, créant un trou de passage. La vitesse de la grenade elle-même n'était qu'un moyen de transporter la charge vers la cible. À l'été 1959, le premier prototype a été amené au champ de tir pour une démonstration devant le ministre de la Défense, Rodion Malinowski. Le destin de tout le projet dépendait des résultats. Le calculateur a pris sa position, a visé une cible qui simulait le blindage d'un char et a tiré. La grenade a percé la plaque d'acier, laissant un trou caractéristique avec les bords fondus. Malinowski a ordonné que le lance-grenade soit mis en production de masse immédiatement. En juin 1961, le RPG-7 a été officiellement adopté par l'armée soviétique. Quelques années plus tard, Valentin Fieruline a reçu le prix Lénine pour son développement, la reconnaissance maximale de l'URSS du talent d'ingénierie. Une arme simple qui pesait 6,5 kg et pouvait être fabriquée dans des usines de construction de machines normales, sans avoir besoin d'équipements de haute précision, devait prouver son efficacité contre n'importe quel char du monde. Mais les cibles des champs de tir sont une chose. La véritable épreuve attendait le RPG-7 dans les jungles du sud-est asiatique, où les tankistes américains se considéraient comme invulnérables. Ils se trompaient. Le RPG-7 a vu son premier combat 7 ans plus tard, en février 1968,
lorsque l'armée nord-vietnamienne a lancé sa grande offensive du Tet. Les tankistes américains, habitués à se sentir invulnérables dans leur M48 Patton, se sont soudainement confrontés à une arme contre laquelle leurs tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Les véhicules de 30 tonnes avec des équipages de 4 personnes et un blindage jusqu'à 120 mm d'épaisseur à l'avant étaient considérés comme une protection absolue contre l'infanterie vietnamienne. Le blindage du M48 pouvait résister au RPG-2, auquel les Américains s'étaient confrontés auparavant dans la plupart des cas. La nouvelle arme soviétique a changé les règles du jeu en quelques semaines. Les combattants nord-vietnamiens attaquaient depuis la jungle avec des armes que le commandement américain connaissait à peine. Le Viet Cong permettait aux convois de s'approcher à 200 à 300 mètres, puis ouvrait le feu depuis ses embuscades. La grenade PG-7 pénétrait le M48 en frappant n'importe quel point. Les moteurs à essence des chars américains explosaient en flammes instantanément, transformant le véhicule de combat en cercueil. Les équipages qui ont réussi à s'échapper racontaient la même histoire. Un impact, un éclair, du feu à l'intérieur. Il n'y avait pas de temps pour évacuer les blessés. Le colonel de l'armée américaine Frederick Oldinsky, qui a servi comme instructeur au Vietnam, a écrit dans ses rapports que bien que le blindage du M48 ait pu résister aux impacts du RPG-2, il n'y avait aucune protection contre le RPG-7. N'importe quel impact signifiait une brèche et des pertes importantes. Le commandement américain a fait face à un paradoxe qui a bouleversé toute la logique de la guerre. Des armes simples qui coûtaient quelques centaines de dollars détruisait des chars qui valaient des centaines de milliers de dollars. Un combattant vietnamien avec 2 semaines d'entraînement représentait une menace mortelle pour un équipage qui s'entraînait depuis des années. Les tentatives de changer de tactique ont été peu utiles. Maintenir la distance signifiait perdre la mobilité et l'initiative. S'enfoncer dans la jungle signifiait une mort certaine. Le commandement américain a développé d'urgence des contre-mesures. Les chars ont été dotés de blindages supplémentaires, les tactiques ont été révisées et les zones d'attaque des RPG ont été cartographiées. Les ingénieurs ont assuré à tous qu'une solution avait été trouvée, mais les concepteurs soviétiques ont fait quelque chose que personne n'attendait. Le plus inattendu était un autre usage pour le lance-grenade. Les instructeurs soviétiques ont appris aux combattants vietnamiens à tirer sur les hélicoptères volant à basse altitude, et cette tactique improvisée s'est avérée mortellement efficace. Pendant la guerre, le RPG-7 a abattu 128 hélicoptères. Une arme conçue pour combattre les chars a détruit plus d'avions que tous les systèmes de missiles antiaériens portables Stinger et Strela réunis. Ces systèmes étaient des dizaines de fois plus chers et nécessitaient une formation complexe. Le RPG-7 faisait le même travail à une fraction du coût. Le Vietnam a démontré que les concepteurs soviétiques n'avaient pas seulement créé une arme anti-char, mais un moyen de destruction universel capable de menacer pratiquement n'importe quelle cible sur le champ de bataille. Les règles de la guerre avaient changé, et pour toujours. Le 6 octobre 1973, jour du Yom Kippour, les troupes égyptiennes et syriennes ont attaqué simultanément les positions israéliennes. Sur le plateau du Golan, les colonnes de chars syriens avançaient, soutenues par l'infanterie avec RPG-7. Les tankistes israéliens ont rapidement découvert que leurs M48 et Centurion étaient vulnérables aux lance-grenades soviétiques à des distances auxquelles ils ne pouvaient pas riposter efficacement. L'infanterie syrienne a pris position sur les pentes du plateau et a tiré méthodiquement contre les véhicules blindés israéliens. Dans les premiers jours de la guerre, Israël a perdu plus de 10% de sa flotte de chars et une partie importante de ses pertes a été attribuée au RPG-7. La guerre a révélé les limitations des munitions de base PG-7. Lorsque les Israéliens ont adapté leur tactique et ont commencé à utiliser le terrain pour combattre à longue distance, l'efficacité du lance-grenade a diminué. Les concepteurs ont dû trouver une solution. La réponse a été une série d'améliorations des munitions. Des grenades avec une pénétration améliorée du blindage sont apparues, atteignant d'abord 300 puis 400 mm. Les ingénieurs ont amélioré la stabilité en vol de la grenade, réduisant la dispersion du jet cumulatif. Chaque modification tirait davantage parti de la conception inchangée du lance-grenade de 1961. Cette flexibilité est devenue un avantage clé du RPG-7. Le champ de tir suivant a été l'Afghanistan, à partir de 1979. Les Moudjahidines ont reçu le RPG-7 par des canaux pakistanais et iraniens, et les tankistes soviétiques se sont confrontés à des armes créées par leurs propres concepteurs. Les T-55 et T-62, qui constituaient l'épine dorsale de la flotte de chars soviétique en Afghanistan,
se sont avérés vulnérables même aux grenades PG-75 de base. Les Moudjahidines ont appris à attaquer les chars de face en exploitant les caractéristiques du terrain. Ils ont pris position sur des terrains élevés et ont tiré sur les chars où leur blindage était plus fin. Le RPG-7 pénétrait facilement le blindage relativement fin des côtés, du toit et de l'arrière des chars soviétiques. La guerre d'Afghanistan a démontré que la polyvalence des armes est plus importante que la perfection technique des systèmes individuels. Au début de la décennie 1980, les ingénieurs occidentaux avaient trouvé une solution définitive au problème. Les chars ont été équipés de protections dynamiques, des conteneurs montés remplis d'explosifs qui, lorsqu'ils étaient frappés par un projectile cumulatif, détonaient avec une charge dirigée et détruisaient le jet cumulatif avant qu'il n'atteigne le blindage principal. Les chars israéliens équipés du système Blazer ont démontré une capacité de survie impressionnante. Les analystes militaires ont écrit que l'ère des simples lance-grenades anti-chars était terminée. On supposait que le RPG-7 allait être relégué au musée, mais à l'Institut de recherche scientifique Basalt, près de Moscou, une réponse était en préparation qui annulerait des années de travail des concepteurs occidentaux. La grenade PG-7 UNTR, adoptée en 1988, portait 2 charges. La première détruisait la protection dynamique, tandis que la seconde pénétrait le blindage principal jusqu'à une profondeur de 650 mm. Le lance-grenade de la décennie 1960 était devenu capable de détruire les chars les plus fortement protégés du monde. La guerre de Tchétchénie, au milieu de la décennie 1990, a démontré une nouvelle tactique pour l'utilisation du RPG-7. Les militants tchétchènes ont développé un système d'action de groupe dans lequel le lance-grenade est devenu le centre de la cellule de combat. Un militant avec un RPG-7 tirait sur les véhicules blindés, tandis que les mitrailleurs fournissaient une couverture. Un mitrailleur coupait les renforts et empêchait l'équipage d'évacuer le véhicule endommagé. Un tireur d'élite avec un SVD détruisait l'équipement de surveillance et de communication des chars. Les statistiques étaient impitoyables. Dans 95% des cas, une grenade RPG-7 qui frappait un BMP-1 ou BMP-2 provoquait une pénétration complète du blindage. Il fallait 7 ou 8 impacts pour détruire un char T-80 avec protection moderne. Mais les véhicules blindés légers restaient sans défense. L'invasion américaine de l'Irak en 2003 a confirmé la viabilité du concept du RPG-7. Les insurgés irakiens utilisaient principalement des grenades PG-75 et PG-SWAT-VM obsolètes, qui avaient entre 30 et 40 ans. Ces munitions étaient inefficaces contre les modernes chars M1 Abrams avec blindage composite, mais les véhicules légers brûlaient, tout comme les M48 vietnamites 30 ans auparavant. Les Humvees américains n'avaient aucune chance contre le RPG-7. À la fin des combats, environ la moitié des pertes américaines étaient dues au feu des lance-grenades. L'économie de la guerre n'a pas changé. Des armes qui coûtaient quelques centaines de dollars ont détruit des équipements valant des centaines de milliers et des millions. À la fin du XXe siècle, quelque chose s'est produit que nul des créateurs n'aurait pu prévoir. Le RPG-7 s'est propagé sur toute la planète plus rapidement que n'importe quelle autre arme. Depuis le fusil d'assaut Kalachnikov, plus de 100 pays l'ont adopté avec une production totale dépassant 9 millions d'unités. La simplicité de sa conception a permis sa production dans des pays où l'industrie fonctionnait à peine. La Chine a copié le type 69. L'Égypte a fabriqué le Saker RPG-7 et l'Iran a produit sa propre version. La Roumanie, l'Irak, le Pakistan et des dizaines d'autres pays ont produit à la fois des modèles sous licence et des contrefaçons directes. Personne ne pouvait arrêter son expansion, car il n'y avait rien pour l'empêcher. L'arme fonctionnait, coûtait quelques centimes et ne nécessitait pas une fabrication complexe. L'ironie a atteint son apogée lorsque la société américaine Airtronic USA a commencé à produire ses propres modifications du lance-grenade soviétique. Ces modèles PSRL-1 et MK777 avaient une conception légère avec un poids de 3,6 kg et une durée de vie du canon jusqu'à 1000 coups contre 250 de l'original. Les Américains ont ajouté des optiques modernes et ont développé de nouvelles munitions. Néanmoins, la conception de base restait la même que celle inventée par Valentin Firuline dans la décennie 1950. Le pays qui avait perdu des centaines de chars et d'hélicoptères à cause du RPG-7 au Vietnam
copiait maintenant l'arme de l'ennemi pour sa propre armée. C'était la forme ultime de reconnaissance. Le RPG-7 est devenu un symbole de la guerre de guérilla dans le monde entier. Depuis 1972, il a été utilisé par l'armée républicaine irlandaise à Belfast. Les Moudjahidines afghans, les militants tchétchènes, les rebelles africains et les groupes du Moyen-Orient l'ont porté. L'image d'un combattant avec un lance-grenade RPG sur l'épaule est devenue aussi reconnaissable que celle d'un homme avec un fusil d'assaut Kalachnikov. L'arme s'est convertie en un code culturel, un symbole universel de résistance. L'économie expliquait cette popularité mieux que n'importe quelle idéologie. Une grenade coûte entre 200 et 500 $, tandis qu'un char moderne a une valeur entre 3 et 6 millions de dollars. Un tir précis détruisait un objectif qui était des dizaines de milliers de fois plus cher. C'était une mathématique indiscutable, 64 ans. Pendant ce temps, les chars ont traversé 4 générations. Des missiles anti-chars avec une portée de plusieurs kilomètres et un coût de centaines de milliers de dollars ont fait leur apparition. Et des systèmes de défense active capables d'intercepter des projectiles volants se sont développés. Des dizaines d'armes ont été créées pour remplacer le RPG-7 obsolète. Toutes sont tombées dans l'oubli. Le RPG-7 continue à combattre sur tous les continents. En 1970, le RPG-16 a été adopté comme successeur. C'était plus avancé avec un système de tir fermé, protégé des intempéries. À la fin des années 1980, le RPG-16 était complètement obsolète. On a cessé de le fabriquer et il a été envoyé à l'entrepôt. Le RPG-7 est resté. Les armées occidentales ont investi des milliards dans le développement de systèmes anti-chars sophistiqués. Le Javelin américain coûte 200 000 $ par lanceur et encore 80 000 $ par missile. Le Spike israélien est encore plus cher. Ces systèmes peuvent atteindre des objectifs à des distances jusqu'à 4 km et sont équipés de systèmes de guidage et d'imagerie thermique. Mais dans les conflits réels, le simple RPG-7 qui coûte 400 $ continue à détruire des véhicules blindés avec la même efficacité qu'il y a un demi-siècle. Le secret réside dans la modularité. Le lance-grenade n'a pas changé depuis 1961, seules les munitions ont changé. Les munitions modernes incluent des grenades cumulatives en tandem contre la protection dynamique, des charges thermobariques pour détruire les effectifs humains dans les bâtiments et les bunkers, des munitions de fragmentation et des mélanges incendiaires. Les ingénieurs ont développé des grenades guidées avec correction de trajectoire. Une arme créée pour combattre les chars s'est convertie en un système universel. En 2021, Nikolai Sereda, directeur du bureau de conception Basalt, a déclaré que le RPG-7 resterait prêt au combat au moins jusqu'en 2050. Le paradoxe est que l'arme a été développée comme une solution temporaire, simple, bon marché, jusqu'à ce que quelque chose de mieux n'apparaisse. Mais quelque chose de mieux n'a jamais émergé, parce que parfois, la perfection ne s'obtient pas par la complexité, mais par la précision au moment de frapper juste. Aujourd'hui, quelque part dans le monde, un soldat lève jusqu'à son épaule un tube RPG-7, possiblement fabriqué dans les années 1970. Son objectif est de construire un véhicule blindé, utilisant la technologie du 19e siècle, et il a toutes les chances de gagner. L'histoire du RPG-7 continue. Et personne ne sait quand elle se terminera, si elle se termine. L'histoire du RPG-7 réfute l'idée erronée populaire selon laquelle la complexité surpasse toujours la simplicité. Valentin Firouline et ses collègues ont créé une arme qui résolvait une tâche de combat spécifique de la manière la plus efficace possible, sans compliquer la conception au nom de la sophistication technologique. Cette philosophie de conception a eu tellement de succès que plus d'un demi-siècle plus tard, personne n'a été capable de développer une solution qui surpasse le RPG-7 en termes de simplicité, de fiabilité, d'efficacité et de coût. Le lance-grenade a survécu à la guerre froide, à l'effondrement de l'Union soviétique et à l'ère des armes de haute précision, et continue d'avoir une demande sur tous les continents. La principale leçon de cette histoire n'est pas le triomphe d'une conception concrète, mais la compréhension de la nature du progrès technologique. Parfois, un véritable progrès ne consiste pas à ajouter des fonctions et à compliquer les systèmes, mais à trouver une solution élégante qui fasse précisément ce qui est nécessaire et le fasse à la perfection. Le RPG-7 a démontré que la simplicité bien conçue peut être plus forte que la technologie la plus sophistiquée.